Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. L'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à commenter, analyser et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. L'émission est présentée par Zine Chafaoui, réalisée par Hafid Foukhar, et à la barre technique nous avons notre ami Adel. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré à l'Afrique. Il est intitulé « L'Afrique, un continent courtisé ». Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios deux amis, deux habitués. Je cite le docteur Abdelkader Soufi, spécialiste en questions sécuritaires et enseignant universitaire. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir notre ami Ahmed Kateb, confrère, ancien journaliste et actuellement chercheur en sciences politiques. Alors messieurs, nous sommes partis pour 26 minutes de débat. Avant de vous céder la parole, je ferai juste un petit bref rappel. Donc après le Kenya et l'Ouganda, le 12 juillet dernier, Ibrahim Raisi, le chef d'État iranien, était au Zimbabwe le 13 juillet dernier. Des observateurs de cette tournée perçoivent ce déplacement comme une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale. Ce déplacement de 3 jours a été la première visite d'un président de la République islamique en Afrique depuis 11 ans. Presque au même moment, l'administration de Joe Biden a organisé un sommet des affaires US Africa Business Summit. L'événement s'est tenu au Botswana du 11 au 14 juillet dernier. Il s'agissait pour Washington de vanter les progrès réalisés en matière de commerce et d'investissement depuis le dernier sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en décembre dernier à Washington. Les États-Unis souhaitent poursuivre leur élan et relancer leurs relations avec le continent africain, notamment commerciales. C'est le message passé lors d'une réunion des milieux d'affaires, le USA African Business Summit. Ce sommet intervient juste avant le rassemblement des BRICS de Johannesburg au mois d'août, où ont été invités tous les leaders africains. Ce n'est pas tout. Moscou prépare actuellement d'arrache-pied le sommet Russie-Afrique qui doit se tenir du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg. D'autres rendez-vous similaires attendent le continent africain avec d'autres grandes puissances. On peut citer la Chine, il y a l'Inde, il y a la Corée du Sud. L'événement du Sahel. Ahmed Kateb, on le voit bien, le continent se fait courtiser. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui courir tous ces pays ? Pourquoi ce regain d'intérêt subit pour l'Afrique ? Ce n'est pas un regain d'intérêt subit. Il ne tombe pas du ciel. L'Afrique, c'est pratiquement la dernière frontière, si on peut s'exprimer ainsi, du monde non encore pillé. Et voilà que... Il fut pillé pendant la colonisation quand même. Mais, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais pas assez. Pas assez. Dans l'esprit des impérialistes et des néocolonialistes, pas assez. L'Afrique dispose d'immenses richesses. C'est le continent de l'avenir, du XXIe siècle. C'est tout à fait normal que beaucoup de pays de superpuissance militaire ou de superpuissance économique convoitent ce continent pour ses richesses, son positionnement stratégique, parce qu'il est au milieu du monde, entre les continents asiatiques, européens, et de l'autre côté de l'Atlantique, les deux Amériques. Oui. Donc on voit que la centralité géographique de l'Afrique la prédispose à ce genre d'entreprise, comme ce fut jadis le cas du colonialisme. Aujourd'hui, on voit un intérêt particulier qui s'est exprimé depuis quand même 3 décennies. Faut-il le rappeler, les sommets France-Afrique, oui. Puis les sommets successifs Union européenne
Afrique, Chine, Afrique, Russie, Afrique, notamment le deuxième sommet de Saint-Pétersbourg dans quelques semaines, le sommet nippo-africain, donc entre le Japon et l'Afrique, entre la Turquie et l'Afrique. Oui. Donc il y a ce regain d'intérêt qui fait que le continent africain, notre continent, est convoité pour ses richesses, pour sa position stratégique et pour avoir également des soutiens et des appuis diplomatiques au sein des institutions internationales, notamment l'Assemblée générale de l'ONU ou le Conseil de sécurité de l'ONU ou le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Merci Ahmed Kateb. Docteur Soufi, qu'est-ce qui fait courir les principales puissances en Afrique ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus ? Ahmed Kateb vient de nous brosser un vaste tableau. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter à ce qu'il vient de dire ? Je pense d'abord l'Afrique qui est pauvre, mais l'Afrique qui est très riche. Je crois que cet intérêt et ce regain d'intérêt depuis 2020 est marqué par l'importance de l'Afrique, de ses richesses, mais aussi par les nouveaux plans de l'Afrique. L'Afrique qui aspire à arriver à certains objectifs à hauteur de 2063. Et cela nous fait un peu mieux voir l'intérêt des uns et des autres. C'est parce qu'il y a une projection d'intégration africaine, oui. Il y a une projection de développement local africain, et il y a beaucoup de projets sous-régionaux et régionaux. Vous parliez tout à l'heure d'intégration africaine. Les pays africains projettent de créer une grande zone de libre-échange, la ZLECAf. La ZLECAf, absolument. Et c'est peut-être aussi, ça peut expliquer aujourd'hui l'intérêt des grandes entreprises internationales pour le marché africain. D'ici 2050, l'Afrique représentera un quart de la population mondiale, et dans ce quart-là, vous avez la moitié qui est une population jeune, donc c'est un continent qui sera intégré économiquement, mais qui sera aussi un grand marché de consommateurs. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises considèrent l'Afrique comme un peu le nouvel Eldorado commercial et économique de la planète. Très bien. L'Afrique, au jour d'aujourd'hui, représente 1 milliard, presque 500 millions d'habitants. Oui. Voilà. Donc c'est, on va dire, la deuxième ou la troisième grande puissance populaire après, avec l'Inde et la Chine. Oui. L'Inde et la Chine. Voilà. Ensuite, elle représente 2500 milliards de dollars par an. Donc, quand même, c'est un chiffre assez conséquent. Et cela ne représente en réalité que 10% des vraies valeurs de l'Afrique. Les grandes découvertes de richesse en Afrique. Oui, justement, il faut qu'on en Parlons parle. de l'Eldorado, par exemple, la partie ouest du ouest sahélo-saharienne, Oui. donc qui englobe la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie, est représentée comme étant l'Eldorado de demain, avec tout ce qu'elle recèle comme richesse en matière de ressources hydriques et ressources énergétiques. Ressources énergétiques, ça veut dire le gaz, le pétrole, l'uranium et les énergies renouvelables. Vous avez les ressources minières et les terres rares. Très bien. L'Afrique s'est engagée avec l'ONU à revoir la carte des gisements et des minerais africains. Et la carte, ça s'appelle la carte à 1 milliard. Mais au fait, 1 milliard, c'est le fonds d'investissement pour revoir la carte coloniale par rapport aux gisements qu'il y a. Cela veut dire quoi ? Nous avons un monde qui progresse à une vitesse vertigineuse. Oui. Voilà. Donc la Chine qui monte en puissance, l'Inde aussi, la Malaisie,
la Turquie, Oui. le Japon, la Corée du Sud, mais aussi le retour de la Russie sur la scène internationale, d'autres pays africains tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, Oui. l'Algérie et certains autres pays. Tout cela représente donc pour qui l'Afrique représente, j'allais dire, les richesses de demain, Oui. la planification de demain. Vous savez que si l'Algérie, par exemple, arrive à avoir 5% du marché africain, nous parlons du marché africain actuellement, Oui. ça représente 125 milliards de dollars. 125 milliards de dollars, c'est plus que la rente ramène la rente pétrolière annuelle. Donc, cette importance géopolitique s'ajoute cette population qui a plus de 70% jeune, mais qui est de plus en plus une ressource importante, que ce soit sur le plan main-d'œuvre Oui. ou que ce soit sur le plan de la recherche. Les Africains, maintenant, même s'ils ne sont pas en nombre assez conséquent qui font de grandes recherches en Afrique, ils sont aussi en grand nombre en dehors de l'Afrique. Et ceux-là même, ces gens-là, aspirent à revenir en Afrique et donc à développer le potentiel local, mais surtout mettre en exergue ce qu'ils ont comme acquis scientifique et technologique. Pourquoi c'est possible? C'est parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Oui. L'évolution des esprits. Nous étions dans une Afrique des dictatures. Et nous étions dans une Afrique des dictées, où la volonté était dictée par le phénomène exogène, donc dans ce qu'on appelle la théorie néo-marxiste, la relation entre le centre et périphérique. Aujourd'hui, non, on commence à se libérer avec la montée du panafricanisme d'un côté, avec la libération des pouvoirs d'un autre côté. Mais... Pour résumer, donc l'Afrique est un continent convoité, c'est un continent donc de plus de 31 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard de personnes, et aujourd'hui on se rend compte que le continent africain est un continent extrêmement riche, donc qui a au plus de sa valeur géopolitique, c'est un continent extrêmement riche qui a des ressources multiples. Hein. Vous avez le seul Congo, la seule République démocratique du Congo qui a des terres rares. Donc le continent africain est un continent extrêmement riche. Donc il est courtisé pour ses ressources naturelles, les hydrocarbures, le gaz. Vous avez la Libye qui a des gisements immenses de gaz. Vous avez l'Algérie qui est le plus grand producteur actuellement de gaz au niveau du continent. Vous avez le plus grand producteur pétrolier du continent, c'est le Nigeria. Mais en plus des hydrocarbures, vous avez aujourd'hui une matière que les gens recherchent et pour laquelle ils déclarent des guerres, ils se font des guerres, ce sont les terres rares. Et en Afrique, l'Afrique regorge de terres rares. Les premiers gisements, les plus importants gisements, c'est la République démocratique du Congo, mais vous avez aussi l'Algérie qui a beaucoup de terres rares et beaucoup d'uranium. Donc, c'est ce qui aujourd'hui attise les convoitises. Ahmed Kateb, quelle est la puissance qui est la mieux installée que les autres aujourd'hui en Afrique? Est-ce que ce sont les Chinois, ce sont les Américains, ou les Russes, ou les Japonais, comme vous le disiez tout à l'heure? Écoutez, il n'y a pas une puissance qui dépasse les autres ou une puissance qui est la mieux installée. Mais on a l'impression il y a des acquis historiques pour certains et il y a des opportunités pour d'autres. Donc, pour les acquis historiques, il y a la France-Afrique, évidemment, même avec les soubresauts qu'on connaît au Mali, au Burkina, en Guinée, en République centrafricaine. Mais donc, dont la part de marché se réduit d'année en année. J'y arrive. Oui. La France, au début des années 2000, représentait plusieurs dizaines de milliards dans ces pays-là. Aujourd'hui, sa part de marché baisse au profit de la Chine. Oui. Donc il y a un basculement qui se fait entre l'ancienne puissance économique, militaire, politique et symbolique française, qui est remplacée petit à petit par
La Chine. La Chine, donc, si je comprends bien, est en train de devenir le partenaire privilégié de l'Afrique. C'est le premier partenaire de tous les pays du continent, sans exception. Si mes données sont bonnes, je crois que actuellement le volume des échanges entre l'Afrique et la Chine se montre ou se chiffre à 250 milliards de dollars. Je crois qu'il y a plus d'1 million de travailleurs chinois en Afrique et il y a même plus de 10 000 entreprises chinoises en Afrique. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui le lien très fort qui unit ou qui lie l'Afrique à la Chine. Pourquoi les Africains, Ahmed Kateb, font confiance à la Chine ? Pourquoi ils veulent travailler ou travaillent beaucoup avec la Chine ? Les deux parties partent d'un constat pragmatique, réaliste. Les Africains en ont assez des ingérences européennes et occidentales, des leçons qu'on avait l'habitude de leur donner. Donc de ces prises de position françaises, britanniques, américaines, de haut. Un certain paternalisme. Un très grand paternalisme. On se rappelle du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Oui. L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, etc. Donc il y a ce complexe de supériorité européen, occidental, qui voit en Afrique ou en l'Africain soit un sous-homme ou un homme arriéré ou des pays encore colonisables. Donc on a cette perception. Vu d'Afrique, on a l'impression que le regard est condescendant. C'est une autre forme d'orientalisme, pour reprendre le concept d'Edouard Saïd. Maintenant, la Chine. Pourquoi la Chine ? Il y a un rapport de confiance entre les deux partenaires parce que les Chinois ne sont pas dans les ingérences directes, dans les modes de gouvernance, dans les traditions, dans les us et coutumes. Donc pour les Chinois, chaque pays africain a le droit d'avoir son système politique, son système économique. Donc les Chinois n'ont pas de leçons à donner, ils sont là pour le business. Donc business as usual, ils sont là. Ils font leurs affaires et c'est pour eux, ils essaient de faire passer ça pour un partenariat gagnant-gagnant. Oui. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On crie au scandale de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique pour dire c'est un nouveau colonialisme qui s'installe pour remplacer un ancien. Les Chinois répondent tout simplement on est là, on aide, on donne. Il y a des dons, il y a des prêts sans intérêt. Donc on est là pour accompagner les économies africaines, pour accompagner les pays africains, les peuples africains dans leur développement. Et le plus grand exemple, c'est l'intégration de l'Afrique dans la stratégie de ceinture et de route, donc la nouvelle route de la soie, oui. Donc les ports africains, notamment chez nous, le grand port centre de Hamdaniya. Donc il y a le renforcement de la transsaharienne. Au Kenya, les Chinois ont construit plusieurs milliers de kilomètres de voies ferrées. De voies ferrées. Donc le port de Mombasa qui est là pour intégrer les autoroutes et les voies ferrées africaines de Mombasa vers l'Éthiopie, vers le Soudan, vers la Méditerranée et plus au sud vers la République démocratique du Congo. C'est un maillage chinois, donc les Chinois sont là. Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte, c'est du gagnant-gagnant, win-win. Merci Ahmed Kateb. Docteur Soufi, on le voit, donc la Chine, elle est là. Il y a d'abord un rapport historique avec l'Afrique. La Chine est un pays qui a soutenu les luttes pour les indépendances. Si on prend le cas de l'Algérie, les relations avec la Chine remontent à 57, 58, avec la reconnaissance du GPRA. Les premiers experts militaires chinois étaient là durant la guerre de libération pour aider les maquisards à transpercer les lignes Chalais et Maurice. Donc il y a un rapport historique, il y a un rapport de confiance qui est très ancien. Bon, entre-temps, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils étaient distancés sur le continent africain et on assiste depuis le mois de janvier à un ballet diplomatique américain. Donc il y a eu en décembre un sommet États-Unis-Afrique. Ensuite, nous avons eu la visite, une tournée de plusieurs responsables américains au niveau du continent. Donc l'une d'elles était celle de Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'était la première fois qu'un secrétaire d'État américain venait ou visitait le Niger. Par la suite, nous avons eu la secrétaire d'État au Trésor
Et en l'espace de quelques mois, nous avons un second sommet, c'est le sommet des affaires qui s'est tenu il y a quelques jours au Botswana. Donc aujourd'hui, on assiste à une véritable offensive des Américains au niveau du continent africain. Pourtant, les États-Unis, on le sait, ils ont un pied au Proche-Orient, ils sont en Asie-Pacifique. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui les États-Unis en Afrique? Est-ce que c'est pour rattraper la Chine? Est-ce les États-Unis ont la même appétence, le même intérêt pour les matières premières? Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est l'agenda américain dans la région? Est-ce que c'est pour faire barrage à la Chine? Je crois qu'ils ont été pris à leur propre jeu. Je vais vous expliquer. Même si je m'égare un peu, je vais revenir. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le plus grand gagnant, c'était les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils avaient un problème de surproduction. Et que la guerre mondiale leur a permis d'exporter leur production et de devenir l'un des pays les plus riches en matière d'or et j'en passe. Cela a été le même cas après la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis d'Amérique aussi se sont enrichis davantage. Ils sont devenus la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire et la force hégémonique. Les Chinois, depuis 1972, qui se sont lancés dans une nouvelle aventure et qui s'est concrétisée à partir des années 2000 avec l'avènement du président actuel et le rêve chinois, ça s'appelle le rêve chinois, the China Dream. Donc, ils ont relancé la route de la soie, la route et la ceinture. Ils ont redessiné cette route avec, dans le livre blanc, ils ont repris la route du Caucase, la route du Moyen-Orient et la route de l'Afrique. Oui. Ils ont développé un peu en créant deux nouvelles routes, dont celle de l'Algérie. Oui. Les Américains ont toujours eu gain de cause, notamment durant la guerre froide, sur le plan économique. Non, mais c'est très important. Juste un petit détail. Ouais. Jusque-là, les États-Unis se désintéressaient pratiquement de l'Afrique. Cet intérêt n'a commencé à se manifester ou ne se manifeste que depuis quelques petites années. Très bien, oui. Très bien. J'y reviens. Ça, c'est important. Alors, les Américains, ils ont fait la guerre à l'Union soviétique. Oui. Et cette guerre froide, les Américains ont fini par avoir le dessus grâce à la guerre économique. Oui. Les Chinois sont en train de faire la guerre économique aux Américains. Les approches chinoises sont pacifiques et économiques. Les approches américaines sont sécuritaires. Et que, justement, en revenant à ce que vous venez de dire, c'est que la vision des États-Unis d'Amérique pour le monde n'est pas pays par pays, mais région par région. Oui. Et que l'Afrique est un continent sous-traité aux forces coloniales traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la France connaît l'Afrique mieux que quiconque parce qu'elle a été là-bas. La Grande-Bretagne connaît une partie de l'Afrique parce qu'elle connaît mieux que quiconque elle a été là-bas. La même chose pour la Belgique, oui. Et l'Espagne et j'en passe. Sauf que l'avènement de la Chine propose un partenariat gagnant-gagnant, oui. Sans ingérence, sans approche sécuritaire. Oui. Donc tout est dans l'économique, tout est dans le besoin. Ils ont compris que l'Africain était dans le besoin immédiat de subvenir aux besoins les plus urgents de sa famille, sa faim. Oui. Ce projet étant mis en place et qui coïncide avec le projet de l'Afrique, soit 2063, fait qu'aussi d'autres projets, tels que celui du Kenya dont vous parliez, la nouvelle ville d'Égypte, qui aussi s'ouvre une nouvelle voie vers l'Afrique, oui. Mais surtout la voie maritime de la Méditerranée, qui est la dorsale africaine. Et cette dorsale, elle propose quelque chose d'exceptionnel. Oui. Donc pourquoi elle propose quelque chose d'exceptionnel? À partir du port de Hamdaniya, on peut se substituer au port de Marseille. Oui. Et pour cela, les Chinois peuvent faire marcher avec l'Afrique et avec l'Europe. Sans nul besoin d'avoir un port politique. Ils ont un port économique. Oui. C'est toute la différence. Absolument. Ces approches économiques n'ont pas
la pression politique. Car les Américains, jusque-là, c'est vrai, comme vous disiez, ne s'intéressaient pas à l'Afrique d'une façon directe, mais indirectement aussi. Depuis Bon, il y a eu un petit intérêt sous Bill Clinton, repris un peu sous Obama, mais par surtout la suite, maintenant, avec Trump, je crois que l'Amérique a complètement laissé de côté l'Afrique. Et ce n'est que maintenant que ce regain d'intérêt se manifeste. Parce que la guerre avec la Chine se jouait au Pacifique. Exactement. Donc, Barack Obama a mis en place le pivot américain à partir de 2012 annoncé par Hillary Clinton. Oui. 2017, le pivot américain n'était plus le Pacifique, mais c'était le Pacifique et l'océan Indien. Maintenant, je finis ici. Oui. Avec l'échec des opérations françaises en Afrique de l'Ouest et au nord de l'Afrique, les Américains ne pouvaient plus compter sur eux et donc ils ont pris le taureau par les cornes et ils se sont investis d'une façon directe. Donc c'est pourquoi on les retrouve un peu partout et ils font cette valse diplomatique pour récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Voilà, je vous remercie, Dr Soufi. Le débat est passionnant et très très intéressant. 26 minutes ne suffisent pas. Et 26 minutes, malheureusement, ne suffisent pas. Et je vous propose justement de poursuivre le débat dans le cadre d'une autre émission. Donc, en attendant, malheureusement, nous arrivons au terme de ce numéro. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à votre émission. Je salue nos auditeurs qui nous ont suivis depuis tout à l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Et je souhaite à nos auditeurs et auditrices bonne écoute sur la suite de nos programmes. Au revoir. Ni yauna lenye amana bena ni bete